Au Soudan, l'ancien président Omar El-Béchir est devant la justice pour le coup d'État de 1989 en République démocratique du Congo. Le chef de l'État et son premier ministre sont aujourd'hui à Huy et à Dia. Et puis la Côte d'Ivoire, cette candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle qui se dessine de plus en plus. Voilà le menu avec l'invité Maître Eric Emmanuel Sosa. Bonsoir Maître. Bonsoir Samuel Niaoui. Le Soudan d'abord, l'ex-président Omar El-Béchir, chassé du pouvoir il y a un an par un soulèvement populaire, a comparu mardi devant une cour spéciale à Khartoum où il doit répondre du coup d'État qu'il avait porté au pouvoir en 89 dans un procès inédit dans le monde arabe. La première audience n'a duré qu'une heure car la salle n'a pu contenir les 191 avocats de la défense. La cour spéciale formée de 3 juges a fixé au 11 août la prochaine audience. Est-ce que Maître Sosa, c'est pas un peu trop tôt pour faire la lumière sur ce coup d'État? Est-ce qu'il n'y a pas plus urgent aujourd'hui? Il est trop tôt ou trop tard, tout dépend de comment on voit les choses. Mais à quel moment faudra-t-il solder les comptes? Vous savez que El-Béchir est poursuivi pour beaucoup d'autres choses, des choses tout aussi graves. Et il est réclamé par la CPI Oui. pour des crimes contre l'humanité. Et actuellement, l'infraction qui lui est reprochée peut lui valoir une condamnation à mort. Bon. C'est pour ça que je dis, il n'est ni trop tôt ni trop tard, parce que de toutes les façons, c'est simple. C'est un procédé politique bien connu. Personne n'a osé dire, même que le régime qui a succédé à Gafal el-Nimeri, à qui on a fait le coup d'État, était un régime illégitime. Bon, tous ceux qui sont aujourd'hui en train de juger Béchir ont été nommés, beaucoup, par ce régime-là. Donc, si le régime dont il procède est illégitime, donc les actes qu'ils sont en train de faire, en se prévalant du coup d'État, sont totalement illégitimes. Si on est dans cette logique-là, c'est la réponse qu'on peut donner. Maintenant, pour M. El-Béchir lui-même, le fait de constituer plus de 100 avocats, 181 exactement, est un aveu de faiblesse. Je ne dis pas de culpabilité, de faiblesse, parce que je ne sais pas ce que vous pouvez dire, parce qu'en fait, la défense, elle est portée par l'accusé elle-même, lui-même, pardon. Et lorsque vous êtes accusé, notamment dans le cadre d'un procès purement politique, parce que c'est un coup d'État dont on parle, d'accord? Il ne l'a pas fait tout seul. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait avec lui. Ces personnes ne me semblent pas être au banc des accusés. Il est seul. Il y a, avec lui, il y a quand même 27 autres accusés qui sont avec Omar El-Béchir et qui risquent la même peine que lui. Bon, alors, à ce moment-là, on a pris tout le carteron ou le peloton qui a fait le coup et on a décidé de les juger maintenant. Bon, je ne sais pas, selon le code pénal soudanais ou la constitution soudanaise, s'il n'y a pas prescription non plus. Je ne sais pas. Peut-être que c'est imprescriptible. J'en sais rien si c'est ainsi que la loi est écrite. Mais là, on est dans le procès politique pur. Et je dirais, à la décharge du régime de transition, que c'est une occasion exceptionnelle de pouvoir solder les comptes avec El-Béchir. Mais ceux qui sont accusés de faire le coup d'État ne sont pas forcément les plus coupables des choses les plus graves qui ont été commises sous ce régime. C'est la raison pour laquelle je fais une stratification. Parce que, en fait, on est ici dans une sédimentation de tort qu'on est en train de faire porter, mais à compte-gouttes, quoi. Hein, d'accord ? Il y a eu un premier procès pour corruption, pour trafic de devises, bon, et puis on continue. Maintenant, bon, on est en train de charger la tare pour aller à la peine maximale qui sera la peine de mort. Bon, et je ne serais pas étonné qu'on aboutisse à un jugement de condamnation parce que, bon, il faut se débarrasser de El-Béchir et de tous ceux qui l'ont aidé à venir au pouvoir. En même temps, ça peut aussi... mais on n'aura pas soldé l'affaire. Oui.
ça peut aussi ressembler à une manœuvre, c'est-à-dire aujourd'hui, Omar El-Béchir est réclamé par la CPI. C'est bien ce que je dis. Crime contre l'humanité. Oui, c'est bien ce que je dis. On veut résoudre le problème en amont. Mais s'il est condamné pour avoir commis un coup d'État avant les crimes dont on l'accuse aujourd'hui devant la CPI, et qu'il mérite la mort, si on lui donne la mort, l'affaire est faite. On n'a plus à avoir sur la conscience de l'avoir envoyé à la CPI, où il pourrait éventuellement être acquitté. Parce que d'autres envoyés à la CPI ont été acquittés. Donc, bon, on ne veut pas prendre ce risque-là. Donc, on veut nous-mêmes régler le problème, parce que, bon, il a probablement trop d'alliés, de soutiens souterrains qui vont faire des choses, qui vont se mettre en mouvement pour le faire acquitter. Donc, on préfère solder le passé de cette manière-là. C'est ici une sorte d'entreprise de neutralisation de Béchir et de tous ceux qui, en tout cas, ont été dans son cercle immédiat. Est-ce que c'est pas dangereux pour le régime de transition qu'on a aujourd'hui? Bien, oui et non. En tant que régime de transition, vous devez faire ce sale boulot. Enfin, ça c'est nécessaire. C'est le ménage nécessaire. Si vous ne le faites pas, c'est impossible après d'installer un régime stable ou des institutions stables. Donc, je vais dire que c'est le prix à payer pour demain. Mais à mon avis, on ne s'y prend pas de la bonne manière. Parce que aller prendre l'alibi du coup d'État de 1989 pour condamner à mort, si c'est le but recherché, c'est aussi criminel que de ne l'avoir pas jugé du tout de coup d'État. Il aurait mieux valu faire le procès de sa gouvernance pendant ces 30 ans-là, où il a été aux affaires, plutôt que d'aller le juger sur le fait politique qu'il a installé au pouvoir. Parce que à ce compte-là, beaucoup de chefs d'État africains seront poursuivis pour le coup d'État qui les a installés au pouvoir, alors que leur gouvernance a été plus sanglante que le coup d'État lui-même. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis, ce procès, quelque part, il est choquant sur les principes, mais il est utile quand on voit les finalités poursuivies par un régime de transition qui a besoin de trouver des moyens de solder les comptes. Justice de vainqueur, et c'est la bonne preuve que la justice ici est un pur instrument de pouvoir. Et la justice internationale qui réclame aujourd'hui Omar El-Béchir, est-ce qu'elle va s'en contenter? Va se dire, bon, de toute façon, la justice soudanaise est déjà en train de faire le travail. Non, parce qu'elle ne condamne pas à mort. Et de façon principielle, elle est contre. Donc forcément, elle ne sera pas satisfaite de ce qui va se passer. Voyez-vous, c'est-à-dire que, en fait, Omar El-Béchir a commis pire qu'un coup d'État. Oui. Et on fait l'économie du procès de ce pire pour aller le juger pour, quelque part, une billevesée en comparaison de ce qu'il a fait vraiment. Vous voyez ? C'est un criminel massif. Tout le monde l'a vu. Bon, le Darfour, tout le monde sait à quoi ça ressemble. Bon, tout le monde sait ce qui s'est passé au Soudan du Sud. Bon. Mais aujourd'hui, le régime de transition veut faire le procès d'abord du coup d'État. Si la sentence doit être appliquée, on n'aura plus même d'accusés vivants à juger pour les autres affaires. Voyez, en même temps, ça passionne l'opinion soudanaise parce qu'on a vu un premier jour de procès salle comble. On a même dû reporter pour trouver une salle qui peut accueillir le grand public. Ça veut dire que les Soudanais sont aussi en attente de ce procès-là? Non, les Soudanais sont en attente d'un procès à Omar El-Béchir. Point. Quel que soit le fait ou le motif pour lequel il est jugé, ils sont en attente d'un procès de Omar El-Béchir. Alors, pour le coup d'État, il y a beaucoup de Soudanais qui étaient d'accord que Ghaffari el-Nimiri soit déposé. Beaucoup. Bon, donc ça a arrangé beaucoup de monde, et ce beaucoup de monde, après, s'est sali les mains. Mais on ne veut pas s'occuper de ça. On s'occupe de ceux qui ont fait un coup d'État il y a 32 ans. Enfin, 31 ans exactement. La République démocratique du Congo, c'est notre second sujet. Nouveau couac au sein de la coalition en RDC. Le Premier ministre a estimé mardi que des ordonnances du chef de l'État portant sur des nominations dans l'armée avaient été rendues
publique, à sa grande surprise, sans qu'il les contresigne. Le Premier ministre Sylvestre Ilukamba a sollicité une rencontre avec le président de la République, Félix Tshisekedi, pour tirer au clair cette situation préoccupante. C'est encore une illustration du malaise qu'il y a ici au sein de la coalition au sommet de l'État RD congolais. Oui. Ici, il y a une diarchie. Et c'est ce qui est regrettable. Et c'est le ferment de beaucoup de tourments à venir pour le peuple congolais parce que cet attirail-là ne va pas fonctionner. Ahué Adia, c'est le titre de votre séquence. Et c'est vrai, c'est un peu le constat malheureux que l'on doit faire. Mais c'était prévisible en même temps. Maintenant, qui est dans le mauvais rôle, je ne saurais le dire. Parce que bon, tout le monde sait comment Tshisekedi s'est retrouvé sur ce fauteuil. Et quelque part, la tâche ne va pas être facile. Il faut que très rapidement, la classe politique congolaise trouve les remèdes à ce malaise pour qu'on puisse vraiment faire du travail utile pour le développement de ce pays qui a énormément besoin d'être gouverné autrement. Ça montre en même temps qu'on a un président, Félix Tshisekedi, qui a envie de grappiller des espaces aujourd'hui. Oui, mais parce qu'il est redevable. C'est toujours là le problème. Il est redevable. Vous voyez, c'est ce que je dis toujours. Quelqu'un l'avait dit avant. Le fauteuil présidentiel, il a un propriétaire. Et le propriétaire, c'est le peuple. Et quand c'est pas ce propriétaire qui vous a mis là, vous avez toujours un problème avec le propriétaire véritable. Donc, il y a toujours un procès en usurpation qui vous poursuit tout le temps. Et le peuple ne va pas vous défendre si vous considère comme un usurpateur. Bah, le peuple n'est pas tendre avec ce qu'il a placé aussi. Parfois, il les bouscule. Oui. Mais il vaut mieux être bousculé par le véritable employeur. Parce que c'est vrai, quand on considère les choses de façon sommaire, être chef d'État ou être ministre, c'est être employé du peuple. Oui. C'est lui qui vous a confié ce job. C'est lui qui apprécie si vous le faites bien ou pas. Et c'est lui qui vous dit non, je ne suis plus d'accord, partez. C'est ça, en réalité. Ou bien, c'est lui qui vous démet quand vous ne voulez pas vous soumettre à sa volonté. Bon, donc c'est un peu ce qui se passe. Il a été placé par des gens autres que le peuple. Et ces gens-là sont en train de lui montrer que, après tout, ce sont eux qui tiennent le volant et qu'il n'est qu'un passager dans une aventure que eux veulent mener selon leur agenda et les itinéraires qu'ils ont fixés à l'avance. S'il veut faire des sorties de route, ça va pas aller. Mais il est obligé. Il n'a pas le volant. Au finish, c'est lui qui est redevable au peuple. Oui. Il doit se donner les moyens de gouverner aussi. Exactement. Oui, mais il doit se donner les moyens de gouverner. Avec quel appui? C'est ça. Encore faut-il qu'il aille réclamer l'appui du peuple. J'ai pas l'impression que c'est ce qui se passe véritablement. Vous voyez? Parce que si on revient aux élections de 2018, ce n'est pas lui que le peuple a désigné. Donc, le peuple ne le soutient pas, ou alors il le fait, mais à voix basse. Vous comprenez? Donc, il est en difficulté parce que il a été placé dans un emploi qui était destiné à quelqu'un d'autre d'après la volonté de l'employeur. Vous ne pouvez pas être à l'aise. Au-delà de tout cela, tout le monde s'est quand même finalement contenté de ce qui s'est passé en 2018 en se disant, on s'est débarrassé de Kabila, il y a eu alternance, Tshisekedi est venu au pouvoir, c'est le fils du sphinx de l'unité. Aujourd'hui, il est quand même obligé de manœuvrer politiquement pour gagner des espaces et pour satisfaire un peu, en tout cas, les promesses qu'il a faites au peuple. Ouais, le peuple UDPS a peut-être accepté ça, mais pas le peuple congolais. Pas le peuple congolais. C'est là où se trouve la nuance. Se débarrasser de Kabila, c'était la bonne affaire de certains, mais pour d'autres, c'était un pis-aller. Bon, maintenant, vous voyez, on n'est même pas encore à l'heure des comptes
qu'on voit quelles sont les difficultés de l'exercice. Mal élu, on gouverne mal. Forcément. Parce que, vous voyez, on a l'impression qu'il est dans un habit qui est ou trop grand ou trop petit pour lui. Parce que, bon, c'est pas à sa taille. C'est pas pour lui que c'était dessiné. Il est venu s'engoncer dedans et on voit qu'il est mal à l'aise. Vous pensez que la coalition va encore durer très longtemps? C'est vrai qu'il y a eu une dernière réunion entre Kabila et Tshisekedi. Les deux se sont fait toutes les promesses du monde de sauver le mariage, mais on sent que ce mariage ne tient plus. Écoutez, moi, je dirais, à ce moment-là, puisque vous faites la métaphore du mariage, au moins, pensons à l'intérêt des enfants. Et les enfants, c'est le peuple congolais. Que les parents arrivent à apaiser un peu leur ego sulfureux et qui pensent un peu aux enfants. On peut faire ça, on peut trouver un modus vivendi qui préserve l'intérêt des enfants. Parce que ce divorce-là va les mettre à mal. Si on arrive à ça, peut-être qu'on se sera comporté, non plus comme des chefs de parti, mais comme des hommes d'État. C'est de ça qu'il s'agit toujours. Des hommes d'État, pas des chefs de parti. Là, les chefs de parti reviennent à la charge. Alors qu'on attend, cette fois-ci, que des hommes d'État s'expriment. Donc, on renvoie dos à dos aux responsabilités. En ce temps, la place des deux, c'est quand même très difficile dans la position actuelle d'être homme d'État, de ne pas faire dans le chef de parti qui veut sauver aussi l'intérêt du parti. Pourquoi? Écoutez, monsieur Kabila a été président pendant 17 ans, n'est-ce pas? Oui, 17-18 ans. 18 ans au total. Je pense que ça suffit. Il peut considérer que quelqu'un d'autre à sa place continue le job. N'est-ce pas? Celui-là, on le connaît. C'était un opposant. C'est le fils d'un opposant emblématique. Si on a accepté de lui passer le relais, on doit accepter les conséquences que ça implique, c'est-à-dire le laisser faire. Ou alors l'accompagner pour qu'il n'y ait pas de dérapage. N'est-ce pas? Mais là, on a l'impression qu'on lui met des bâtons dans les roues. On met des gens pour l'empêcher de faire avancer ce qu'il pense être bon. Et c'est ça qui est dangereux et c'est ça qui est absolument indéfendable. Et donc, on est obligé de les renvoyer dos à dos. Arrangez vos affaires, mais il faut qu'au moins il y ait des dividendes immédiats pour le peuple dans vos accords là. Si c'est uniquement pour préserver les intérêts des uns et des autres, alors c'est pas la peine de faire ces accords là. Voyez, le problème de la gouvernance en Afrique, c'est toujours celui-là. C'est-à-dire que, voyez, on parle du sous-développement. 2 minutes dessus, s'il vous plaît. Voyez, l'Afrique, au moment des indépendances, a compté des intellectuels brillants, des ingénieurs brillants, des médecins brillants, des juristes émérites. Et vous savez ce qui a fait que cette génération a été sacrifiée? Parce que la politique les a avalés. On avait de magnifiques, de très bons ingénieurs de ponts et chaussées, des hydrauliciens hyper qualifiés, qui étaient en politique. Au moment où il s'agissait de construire les routes et les ponts, il n'y avait plus personne pour les faire parce qu'ils étaient affairés en politique. Et ça a continué. Des médecins, mais vraiment formidables, se sont abîmés en politique. Et après, n'ayant su plus faire que ça, ils n'ont pas voulu quitter la politique pour retourner dans les cabinets médicaux où ils ont des abris. Vous voyez, ça a tué l'Afrique et ça a été une cause de son retard par rapport au reste du monde. C'est pas qu'on n'est pas, on n'a pas de bonnes personnes, non. Nous avons des ingénieurs, des intellectuels qui ont suivi les mêmes formations dans les années 60-50 que ceux qui, en France, en Europe, en Amérique, travaillaient à construire les routes, à faire les ponts et à faire les hôpitaux pendant que les nôtres étaient en politique. Vous voyez? Et quand ils ont fini la politique maison, l'ONU, le système onusien les récupère et deviennent des fonctionnaires internationaux. Et pendant ce temps-là, ils ne construisent plus leur pays.
C'est ça ce qui s'est passé. Et malheureusement, ça continue toujours. Et je suis toujours très surpris et malheureux quand je vois un cadre brillant rentrer au pays et au lieu de travailler dans le domaine qui est le sien, où il a une expertise, devient ministre, directeur de cabinet, etc., ou chef de parti, pour faire la politique. Alors qu'on a besoin de grands médecins, de grands avocats, de grands ingénieurs. Voyez ? C'est ça le problème et c'est ça le challenge de demain. Parce que le sous-développement, c'est d'abord le sous-développement humain. C'est parce qu'il est humain qu'il est devenu structurel. Ouais. Voyez ? Nous avons plus de matière que tout le monde. Ce qui nous manque, c'est des hommes. Alors fabriquons les bons hommes. Troisième sujet, la Côte d'Ivoire, une candidature de Ouattara qui se dessine à la présidentielle, pétition de militants, appel de personnalités de son parti, confidence à un journal, une candidature du président Alassane Ouattara, sa propre succession pour un troisième mandat se dessine en Côte d'Ivoire après le brusque décès de son dauphin Amadou Gon Coulibaly le 8 juillet. En mars, le chef de l'État qui termine à 78 ans son deuxième mandat avait déclaré vouloir laisser la place aux jeunes lors d'un prochain scrutin présidentiel du 31 octobre. Et malheureusement, dirons-nous, donc le décès de Gon Coulibaly a tout remis en cause. Maître, je ne sais pas si vous avez écouté le directeur exécutif du RHDP s'exprimant sur RFI qui encensait à la limite Ouattara, qui le déifiait, qu'il présentait comme la solution aujourd'hui. Écoutez, je l'ai écouté, et sans surprise, mais avec exactement le même dépit, parce qu'il parle comme un griot. Bon, un griot n'est pas réputé pour être sincère. Il fait du griotisme. C'est tout. Donc, c'est un zélote qui est venu... disons, nous faire une annonce. C'est l'annonce faite à Marie. C'est ça. Je vous préviens, je vous annonce ce qui va se passer. Parce que on ne va pas me dire que M. Bictogo est venu faire cette déclaration urbi et torbi sans avoir obtenu par avance l'assentiment de celui qu'il présente comme la solution. C'était une mission commandée. Écoutez, un secrétaire exécutif d'un parti comme celui-là, il vient porter la voix de son maître, c'est tout. Donc, oui, c'est lui qui se présente comme la solution. C'est lui seul qui dit qu'il est la solution. Écoutez, il n'y a rien qui s'est passé depuis ma dernière déclaration sur ce sujet qui permette que je modifie mon jugement sur la question. Parce qu'on me le demande. Alors je le livre tel quel. C'est faire injure à cette formidable classe politique ivoirienne que de dire qu'en dehors de Alassane Ouattara, il n'y a personne au sein du RHDP pour être candidat et que Amadou Gon Coulibaly, parce que désigné, paix à son âme, par Ouattara est décédé, alors il n'y a plus personne. C'est-à-dire c'est ou Ado ou Gon. Écoutez, allez dire ça à beaucoup d'Ivoiriens, je suis pas sûr qu'ils vous approuvent. Hein. Les partisans de Ouattara, oui. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Alors je vais dire que la classe politique ivoirienne trouve les moyens, coalise pour le battre, même si c'est lui, par les urnes. Comme ça, au moins, la question est réglée. Mais il ne faut pas que ça dégénère encore en crise politique et qu'on tue encore des gens pour qu'on se retrouve quelques années après à La Haye ou je ne sais pas où pour dire qu'on fait le procès des gens pour crimes contre l'humanité. Il faut que les élections en Côte d'Ivoire se passent normalement. Ce n'est pas non plus la faute d'Alassane Ouattara si ça ne se bouscule pas au niveau du RHDP. Qui a dit que ça ne se bouscule pas? On n'entend en tout cas personne aujourd'hui. Mais c'est une oukase quand il a désigné Gon. Et beaucoup de gens étaient tombés à la renverse parce que tout le monde pensait qu'il était le chouchou de Ouattara pour des raisons personnelles. Chacun à son niveau imagine qu'il a, en tout cas, sinon les faveurs, du moins l'estime suffisante du président pour être pressenti. Donc, quand on a mis Gon, beaucoup de gens ont avalé la couleuvre. Et le décès de Gon
je vous jure, n'a pas généré dans les huis clos des salles de bain que des larmes d'affligés. Hein. Non. Certains se sont sentis remis en lice. Et puis maintenant on leur dit non, finalement non, c'est le boss qui y retourne. Alors qu'il a dit solennellement que c'est bon, il faut passer la main à une nouvelle génération. Alors sa parole, elle vaut quoi? Et cette nouvelle génération, elle est déserte aujourd'hui? On le voit quand même sous d'autres cieux, en tout cas au sein des partis politiques. Vous avez des gens qui sont des frondeurs et qui mènent la fronde. Et même on les met en minorité, ils restent dans le parti, ils jouent leur rôle. Contrairement aux partis qu'on a sous les tropiques, où on a l'impression que tout le monde est en queue indienne derrière un leader. C'est bien ce que je dis. Dans nos pays, les partis politiques fonctionnent comme des brigades ou des escadrons à l'armée. Quand on a désigné le chef d'escadron, tout le monde doit avoir la main sur la couture. Point barre. C'est tout. On n'a pas des partis politiques crédibles. Voilà, c'est ce que c'est, véritablement. Hein? Des partis politiques où c'est le chef qui doit mettre de l'essence dans la voiture de ceux qui vont faire campagne, qui doit payer leur per diem, ce ne sont pas des partis politiques. Des partis politiques où les militants ne payent jamais, même pas leur carte de membre, ne sont pas des partis politiques. Des partis politiques basés sur l'ethnie ou le clan ne sont pas des partis politiques. Soyons d'accord dessus et essayons d'adopter un nouveau modèle et peut-être qu'on va avancer et on va mûrir en démocratie. Mais ce que nous faisons en ce moment, c'est du folklore. Et nous n'avons qu'une démocratie formelle et les institutions que nous avons, prétendument démocratiques, ne le sont que dans la forme. Dans le fond, il n'y a aucune trace de démocratie dans ce que nous faisons. Même nos élections ne sont pas crédibles. Elles ne le sont jamais. Alors, elles sont démocratiques? C'est les vraies questions qu'il faut qu'on se pose. En octobre, il va se passer quoi? Une tragicomédie. Je dis tragique parce qu'il y aura des morts. C'est garanti. Il y a des gens qui disent si Alassane y va, ça sera la guerre civile. Vous l'avez entendu? Oui. Bon, voilà. Alors, ceux qui le disent ne sont pas des vats en guerre, c'est pas des bouts de feu. Mais c'est le peuple qui s'exprime et qui trouve scandaleux qu'on le joue comme ça tous les matins en disant je n'y vais plus. Et puis finalement les circonstances, sous la pression des circonstances, j'ai accepté l'aimable requête de mes militants, j'y revais, je me sacrifie. C'est du cinéma. Si monsieur Ouattara nous refait ça, l'histoire retiendra qu'il a été un petit homme, pas un homme d'État. Maître Sosa, merci beaucoup. Voilà qui nous amène à la pause tout de suite et après on revient pour un regard croisé.